Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Monneret, de recevoir de nouveau, parce que c'est un habitué de notre émission. C'est un des historiens les plus compétents en matière d'histoire de la guerre d'Algérie. Je rappelle le rôle qui a été le sien dans la révélation de ce qu'ont été les massacres d'Oran de juillet 1962. Et initialement, il avait soutenu une thèse sur la fin de l'Algérie française. Alors, je l'ai invité, vous imaginez pourquoi, nous sommes en période d'anniversaire, nous allons commémorer cette année, pas dit célébrer, les accords d'Évian de mars 1962, qui sont censés avoir mis fin à la guerre d'Algérie, ce qui est en soi d'ailleurs tout à fait discutable. Oui. Nous aurons l'occasion d'en parler. Auparavant, un petit mot simplement pour vous présenter une association, l'ADIMAD Mémoire de la résistance Algérie française, qui publie un bulletin tout à fait intéressant et qui a réalisé une sorte d'argumentaire qui sera bien utile aux gens qui connaissent mal cette histoire, aux jeunes notamment, pour réagir par rapport au flot de mensonges et de désinformation auxquels nous allons fatalement avoir droit au cours de cette année d'anniversaire. La DIMAD MRAF, qui est une association animée par Jean-Paul Leperlier, qui est lui-même un ancien combattant de l'Algérie française. Et je signale donc cette publication titrée « N'oublie jamais l'Algérie ». Il s'agit d'un magazine, en quelque sorte, d'un bulletin qui fait le point justement de tous les mensonges accumulés à propos de la colonisation de l'Algérie et à propos de la guerre d'Algérie. C'est un document que vous pouvez vous procurer à l'adresse suivante, ADIMAD, boîte postale numéro 8, 76 280, Gonneville-la-Mallet, donc en Seine-Maritime. Et vous pouvez par mail vous adresser à ladimad.mraf@yahoo.com pour vous procurer ce document tout à fait intéressant et qui sera très utile dans les semaines et les mois qui viennent pour contrer encore une fois les mensonges auxquels on peut s'attendre à propos de cette fin de la guerre d'Algérie. Alors, Jean Monneret, maintenant, vous avez consacré un travail tout à fait considérable qui fait référence à la fin de l'Algérie française, donc en cette année 1962, qui est marquée par la signature des accords d'Évian en mars 62, par le développement de la résistance des partisans de l'Algérie française sur place à travers le combat de l'OAS, de l'organisation de l'armée secrète, un combat perdu bien sûr, et qui se termine sur l'exode d'1 million d'Européens d'Algérie rentrant en métropole à l'issue des 8 ans de la guerre engagée à la Toussaint de 1954. Alors, ces accords d'Évian, d'où viennent-ils, d'où sortent-ils, quelle est leur origine? Rappelez-nous cela. À l'époque, évidemment, tout le monde avait suivi les choses de manière précise, mais aujourd'hui, tout ça est très loin, 60 ans déjà, et bon nombre de nos téléspectateurs, bien sûr, n'ont pas forcément en tête toutes les étapes de ce processus. Bien sûr. Alors, pour faire court, néanmoins, parce que plusieurs ouvrages complets ont été consacrés aux accords d'Évian eux-mêmes et à la genèse, évidemment, de ces accords. Rappelons brièvement que le gouvernement français, les gouvernements français, tout au long de la guerre d'Algérie, n'ont jamais cessé d'entretenir des contacts secrets avec le FLN. Il y a les fameux contacts d'émissaires de Guy Mollet dès 1956
qui ont rencontré des émissaires du FLN en Italie, en Suisse, etc. Ces contacts se sont renouvelés à d'autres périodes, y compris lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, et en particulier après l'année 1959, quand il a indiqué que l'Algérie, que le sort de l'Algérie serait réglé par l'autodétermination. Et donc, ces contacts se sont poursuivis jusque dans le courant de l'année 1961. Alors, il y a toute une histoire sur laquelle on va pouvoir s'étendre, mais les contacts avaient été rompus, ils ont été réengagés, ils ont repris quasi clandestinement dans une station de ski où les négociateurs étaient venus, je ne sais plus, déguisés en skieurs, enfin... Bref, des choses assez rocambolesques. Toujours est-il qu'au terme de plusieurs semaines, longues semaines de négociations, la délégation, je me souviens que la délégation du FLN était en Suisse et résidait en Suisse, elle rentrait en Suisse tous les soirs, et dans la journée, elle venait à Évian, où elle rencontrait la délégation française, dirigée par M. Jox. Le tout a abouti le 18 mars à un agrément, alors on a appelé ça souvent les accords au pluriel, et c'est vrai qu'il y avait plusieurs accords, contrairement à ce qui a souvent été dit, mais qui est erroné. Ces accords ont bel et bien été signés par le FLN, et paraphés par le chef de la délégation du FLN, Krim Belkacem. Et alors, ce qui est apparu aujourd'hui, mais très vite, en fait, c'est que ces accords d'Évian étaient quelque chose de purement formel et qui ne fournissaient pas de garanties solides aux citoyens français vivant en Algérie, et pas davantage, ce qui était encore d'une certaine façon plus grave, aux Algériens. Alors, ces questions de nationalité des Algériens dans l'Algérie française et de citoyenneté sont très complexes, donc je vais au plus simple. Il y avait des Algériens de statut de droit civil, qui donc avaient l'équivalent de la citoyenneté française, mais quelques milliers, pas plus. Et il y avait des Algériens de statut indigène, coranique. Oui. Enfin, on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelait statut de droit local. Enfin, il était coranique. Et donc, ces personnes, automatiquement, les accords d'Évian en faisaient automatiquement des citoyens algériens, des citoyens du futur État. Et alors, quid des musulmans qui auraient voulu rester français? Eh bien, ils n'avaient en fait que deux options. C'était soit ils restaient en Algérie et ils étaient citoyens algériens sans aucune garantie de protection de la France, et c'est bien ce qui s'est passé. Ou alors, s'ils voulaient retrouver l'exercice de la pleine citoyenneté française et la protection, par conséquent, des États français, il fallait qu'ils viennent en métropole. Et bien que M. Jox ait prétendu qu'un musulman algérien pouvait demander à conserver la nationalité française, la pleine nationalité française et la citoyenneté française qui va avec, il a prétendu qu'un musulman algérien pouvait rester avec la nationalité française et continuer à vivre en Algérie, ce qui s'est révélé complètement faux. J'en profite pour rappeler cet excellent ouvrage de Maurice Allais, tout ce qui s'est passé après, toutes les, comment dirais-je, l'exil des Européens, le massacre des musulmans pro-français. Tout cela avait été prévu dans cet ouvrage qui est apparu en juillet 1962. Oui, Maurice Allais, futur prix Nobel d'économie, et qui avait publié ses accords d'Évian aux éditions de l'Esprit Nouveau, qui était une émanation de la revue L'Esprit Public, qui avait été une revue militante en faveur de l'Algérie française.
Et je crois que ça vous rappelle quelques souvenirs. Voilà. Oui. Je me permettrai de citer brièvement une phrase de ce livre. Dans le chapitre 2, je lis « La signification réelle des accords d'Évian ». Voici ce que disait Maurice Allais. « Le contenu des garanties aux Français d'Algérie n'a d'autre valeur que symbolique. Il faut être naïf ou de mauvaise foi pour lui en accorder une autre. Ce sont au plus de simples déclarations d'intention. » Et c'est malheureusement ce que la suite a démontré. Pardon. Non seulement beaucoup, l'immense majorité des Européens a à ce moment-là dû quitter le sol de l'Algérie, dû quitter son pays en fait. Oui, confronté au choix bien connu, la valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil. Et donc presque tous, enfin certains, les chiffres sont discutables, mais enfin au moins 800 000 sont venus dans le courant de l'année 1962. Quelques-uns sont restés mais leur nombre s'est amenuisé très rapidement dans les années qui ont suivi. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup sont partis, l'immense majorité est partie à cause de l'insécurité qui régnait. Personne ne faisait, parmi les Français d'Algérie, personne ne faisait confiance au nouvel État algérien qui était issu du terrorisme pour garantir leur sécurité. Ça s'est passé comme ça. Et j'ajoute que ce qui s'est passé ensuite, en particulier le massacre des Harkis. Le massacre des Harkis a commencé en fait dès le 20 mars. Il y a eu des incidents très graves qui ont été signalés en Oranie. Ça a continué comme ça jusqu'à l'indépendance de l'Algérie sur un mode, disons, retenu, parce que l'Algérie n'était pas encore indépendante. En revanche, à partir de l'indépendance de l'Algérie, à partir du mois de juillet, des massacres ont eu lieu, précédés, mais pas toujours, d'arrestations, de jugements, de mise en prison, enfin bref. Tout cela s'est fait sans que le gouvernement français n'intervienne, et même très souvent a-t-il minimisé l'importance de ces faits. J'ai eu l'occasion de consulter des archives militaires où il y avait des directives très précises données aux militaires français qui étaient encore en Algérie, sur place, après l'indépendance, puisque le rapatriement des militaires ne s'est pas fait en quelques jours. C'était étalé sur plusieurs mois. C'était étalé. C'était d'ailleurs prévu comme ça par les accords d'Évian. Il y avait des directives précises données à nos militaires de ne pas intervenir, et surtout de ne pas intervenir dans l'intérieur du pays pour aller y chercher des harkis et pour les mettre en sécurité. Et pour les rapatrier éventuellement en France. Oui. J'ai pas besoin de souligner la gravité de ces choses-là et des responsabilités des gens de l'époque. Alors je renvoie bien sûr sur cette question des harkis aux travaux du général Fèvre, aujourd'hui malheureusement disparu, qui a accompli un travail absolument considérable d'études, d'investigation, de comptabilité aussi concernant les victimes, et il arrivait lui à peu près au chiffre de 80 000 victimes. Voilà, il faut bien dire que ce n'est qu'une estimation. Une estimation. Mais il est évident qu'il est très difficile de chiffrer des choses comme cela, parce que d'ailleurs le FLN n'allait pas tenir des statistiques de ses propres exactions. Oui, d'autant que ça a été très souvent un phénomène spontané aussi de règlement de comptes locaux. Bien sûr. Alors la situation a été assez contrastée de ce point de vue-là, parce que c'est vrai, comme vous le dites, je faisais allusion à des incidents qui ont eu lieu en Oranie dès le 20 mars. Il semble là qu'il s'agissait d'actions spontanées d'une partie
d'une partie de la population qui était gagnée au nationalisme, à l'indépendance, et qui a cru pouvoir régler le compte des harkis. Ce qui ne se sont pas laissés faire en l'occurrence, si bien que ceci a donné lieu à des affrontements et à partiellement des massacres. Mais il y a d'autres zones, alors ça c'est très difficile à évaluer, il y a d'autres zones, par exemple dans la vallée de la Soumam ou alors en Kabylie, il y a d'autres zones où une certaine solidarité ethnique a pu jouer, malgré tout. Et certains excès qu'on a pu constater dans d'autres parties de l'Algérie n'ont pas eu lieu dans ces régions. C'est assez difficile à évaluer, bien sûr, parce qu'on n'a pas eu d'enquête, on n'a pas eu de choses sérieuses. Je n'ai pas besoin. Certains de nos amis historiens nous parlent à intervalles réguliers de la nécessité de consulter les archives algériennes. Alors moi, je ne suis pas contre l'idée et le fait qu'on réclame ceci à l'Algérie, mais il est évident que l'Algérie étant un État totalitaire, la notion d'archive y est très différente, sans compter qu'il faut des moyens pour conserver des archives. L'histoire et la mémoire sont sous contrôle de l'autre côté de la Méditerranée. Je crois que le président Macron récemment a dit que l'Algérie exploitait une rente mémorielle. Dans ce sens, il n'avait pas tort. Mais il n'a pas toujours tort. Qui dit rente mémorielle ne dit pas forcément archive. Bien sûr. Même une rente mémorielle peut très bien se passer d'archives, bien sûr. Elle se fonde sur un récit, sur un certain nombre de mythes fondateurs. Exactement. Et puis voilà. Et malheureusement, en Algérie, les mythes fondateurs sont très anti-français. Et alors, là, vous avez évoqué le sort malheureux des harkis. Il y a aussi le sort des Européens abandonnés par la France au cours de ces mois du printemps et du début de l'été 1962. Vous êtes penché particulièrement sur les massacres d'Oran. Que peut-on dire à ce sujet-là? Un sujet qui a été de fait occulté, mis sous le tapis très longtemps, pendant des décennies. Alors je rappelle tout de même que pour la clarté pour ceux qui nous écouteront, la clarté du déroulement psychologique, il y a d'abord les accords d'Évian, qui ont été conclus le 18, mais proclamés le 19 mars, rendus publics le 19 mars. De cette période, du 19 mars jusqu'à l'indépendance, qui est le référendum a lieu le 2 juillet, si je ne me trompe. Oui, il a lieu le 1er juillet, mais le résultat est proclamé le 2. Ça, enfin, 1er juillet. C'est à vérifier, mais enfin, c'est à peu près ça. Durant toute cette période, vous avez fait allusion tout à l'heure à l'OAS, parce que une résistance s'est organisée de la part des Français d'Algérie et de certains militaires favorables au maintien de l'Algérie française. Avec le recul du temps, on faisait allusion à ses compatriotes de la DIMAD, qui sont des anciens donc, de ce mouvement. Avec le recul du temps, on est bien obligé quand même de se dire que cette résistance était très difficile, et bien sûr. Quasiment désespérée, même d'une certaine façon. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Oui, largement désespérée. C'est comme ça que les choses apparaissent aujourd'hui. En même temps, c'est une résistance tout à fait honorable. Alors, quelque part, ces combattants-là, qui avaient tout à perdre, ont sauvé quelque part l'honneur de la France, qui était bafoué par la politique mise en œuvre. Je dirais, d'une phrase simple, ils n'ont pas voulu reculer. Ouais. Alors, ce qui se passe à ce moment-là est assez significatif de ce qui va se poursuivre ensuite, c'est-à-dire au moment de l'indépendance. Dans sa manière de lutter contre l'OS, contre les gens qui résistent au processus d'indépendance de l'Algérie, le FLN, les commandos du FLN vont utiliser une méthode qui malheureusement s'est révélée efficace. Ils vont enlever. Comme le FLN est lié par
par l'accord de cessez-le-feu qu'il a signé. Il n'y a plus d'attentats avec des armes à feu. Oui, il y en a, mais c'est marginal. Par contre, plus ou moins systématiquement, dans les quartiers européens d'Alger et d'Oran, et dans les zones rurales qui entourent Oran, qui entourent Alger, il y a des enlèvements européens. Et nous avons donc, nous déplorons encore aujourd'hui un chiffre assez élevé de personnes qui n'ont jamais été retrouvées, ni libérées, ni décédées, donc qui sont à ce jour portés disparus. Et le chiffre approximativement 1700. 1700 morts. 1700. Ouais. Ceci a été établi par les travaux de Jean-Jacques Jordi, qui sont des travaux vraiment qui est des travaux auxquels il faut rendre hommage, parce que vraiment. Donc voilà où nous en sommes. Et la plupart de ces personnes enlevées, la plupart, l'immense majorité étaient des Européens, hein, mais enfin il y avait aussi parmi eux il y a pu y avoir parmi eux aussi des musulmans pro-français. Mais l'immense majorité était des Européens. Et donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette méthode, loin de s'arrêter avec l'indépendance de l'Algérie, alors que l'OAS n'existait plus, a continué. C'est-à-dire que l'Algérie devenue indépendante, parmi les parmi les Européens qui étaient restés en Algérie, soit qu'il s'agisse de fonctionnaires, soit qu'il s'agisse de personnes ayant des entreprises et qui avaient voulu liquider leurs affaires avant de partir. Toutes ces personnes qui étaient restées donc en Algérie après le référendum de juillet, se sont retrouvées en but à des exactions de commandos du FLN. Alors il y avait aussi, c'était une période de confusion, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de police. Le FLN lui-même était scindé. Divisé. Il y avait d'un côté le GPRA de Ben Redda, de l'autre côté il y avait l'état-major de l'armée de libération nationale dirigé par Boumedienne, allié à Ben Bella. Ces gens étaient très divisés, ils ont fini d'ailleurs par s'affronter. Oui. Et ce n'est qu'au mois d'octobre que l'Algérie a commencé à avoir un gouvernement à peu près stable et est devenu un pays où plus ou moins les choses se passaient, je ne dirais pas normalement, mais enfin où les choses s'étaient calmées. Mais pendant toute cette période qui va du début juillet jusqu'à octobre 1962, les Européens et les musulmans fidèles ont été en très grand danger, ont subi beaucoup d'exactions, des agressions, des enlèvements, mais aussi comment on appelle ça, des spoliations. Oui. Il y aurait tout un chapitre à faire sur les spoliations dont ont été victimes les pieds noirs restés en Algérie. Oui, parce que les fameux accords d'Évian, dans une très large mesure, ils n'ont pas été respectés par la partie algérienne. C'est surtout cela la conclusion. Oui. Hein, on s'est débarrassé, le général de Gaulle s'est débarrassé de ce qu'il considérait comme la boîte à chagrin. Comme le fardeau algérien, et ça s'est fait dans une large mesure sur le dos des populations européennes, locales. Et des musulmans. Et des musulmans, bien sûr. À la France. Bien, merci infiniment Jean Monneret pour tous ces éclairages. Je rappelle également donc ce fameux bulletin de l'ADIMAD, mouvement des résistances Algérie française, qui nous propose un argumentaire très utile en cette période de commémoration pour répondre à tous les tenants de l'indépendance algérienne telle qu'elle s'est produite. Et puis il y a aussi, comme nous le disait Jean Monneret tout à l'heure, cet excellent ouvrage de Maurice Allais, Les accords d'Évian, paru aux éditions de l'Esprit Nouveau en 1962, et qu'il serait très utile de rééditer parce que le futur prix Nobel d'économie annonçait à cette époque-là très clairement ce qui allait suivre. Merci beaucoup.
Versailles, dans les environs du quartier de Satory, il y a un monument devant lequel les automobilistes passent sans faire attention. Il s'agit d'un monument à la mémoire de Clément Ader. Et je pense que peu de personnes aujourd'hui connaissent réellement sa vie. Clément Ader est un ingénieur de génie et on lui doit plusieurs dizaines d'inventions, la plus audacieuse et la plus connue étant le premier vol en avion, ou plutôt devrais-je dire le premier décollage. Clément Ader est un peu un géotrouve-tout à la française. Il est né le 2 avril 1841 et il n'y a pas eu de commémoration, je crois. Il est né à Muret, en Haute-Garonne, au sud de Toulouse. Il n'est pas né dans une famille intellectuelle de la haute bourgeoisie, ni une famille d'ingénieurs. Il est le fils d'un menuisier et c'est auprès de son père qu'il développe le sens du travail manuel. Et quand il va voir également son grand-père maternel qui habite et exploite un moulin, il est fasciné par le mécanisme de la meule. Son grand-père a participé aux campagnes de Napoléon et nourrit son imagination et son patriotisme en lui racontant ses campagnes. Tout cela fait de Clément Ader un garçon curieux et il se révèle un excellent élève à l'école communale. Son père aurait souhaité le garder auprès de lui pour travailler dans ses ateliers de menuiserie. Mais l'instituteur de Muret, qui a vu à quel élève il avait affaire, lui conseille d'envoyer son fils à Toulouse pour suivre des études secondaires. Antoine Ader s'y résout. Le jeune Clément, âgé de 12 ans, devient pensionnaire au collège Saint-Joseph. Il passe son bac à 15 ans et intègre la section industrielle de l'Institut Assiot en 1857, dans la première promotion de cette nouvelle école d'ingénieurs, l'école industrielle qui se veut l'équivalent des arts et métiers. 4 ans plus tard, poursuivant son parcours scolaire sans faute, il obtient son diplôme d'ingénieur. Il monte alors à Paris, où il va visiter l'exposition universelle de 1867. Déjà passionné par les draisiennes, ces grands vélos asymétriques avec lesquels il avait participé à de nombreuses courses régionales, il découvre dans l'exposition le vélocipède commercialisé par les établissements Michaud. Le bruit des roues en métal sur la chaussée l'exaspère et il invente dès 1868 une courroie en caoutchouc que l'on fixe sur les roues. Voilà l'ancêtre du pneumatique qui vient d'être inventé. Il lance alors une société, les Vélos Caoutchouc, et améliore aussi le cadre du vélo en l'allégeant grâce à l'utilisation de tubes. Malheureusement, la guerre de 1870 vient stopper le développement de l'entreprise. Il devient ensuite conducteur des travaux aux ponts et chaussées, puis au chemin de fer du Midi. C'est dans ce cadre qu'il invente une machine à poser les rails qui sera utilisée pendant des dizaines d'années et même un système de chemin de fer amovible. Il propose au maréchal Niel, ministre de la guerre de Napoléon III en 1867 et compatriote de Muret, un système de voie ferrée pour l'Algérie. En 1875, il invente le rail sans fin, un train de 3 voitures dont les rails se posent devant lui et se relèvent après son passage. Il fait 3 démonstrations à Paris entre 1975 et 1979, mais le ministère de la Guerre n'y voit pas d'utilité pour le service militaire, alors qu'il vient de passer à côté de l'ancêtre des autochenilles. Clément Ader n'arrête pas. Il va encore construire une maquette de bateau glisseur avec des ailes. Mais il a toujours, depuis qu'il est tout petit, l'idée de voler. Dès l'âge de 14 ans, il avait étudié la prise au vent avec des cerfs-volants et même des coccinelles. Un jour, tel Icare, il tend des voiles entre ses bras et ses jambes et il est soulevé par le vent d'Autan, ce vent du sud-est, dans les collines proches de Fabas, au nord de Toulouse. En 1866, Nadar, un célèbre portraitiste qui avait réalisé la première photo aérienne du haut d'un ballon, crée la Société d'encouragement pour la locomotion aérienne. Y adhèrent le gratin des artistes de l'époque, de Victor Hugo, Alexandre Dumas, Offenbach, en passant par George Sand, mais aussi Gambetta et un ingénieur inconnu, Clément Ader. Toujours grâce à Niel, il propose ses services au ministère de la Guerre et poursuit ses recherches sur les cerfs-volants d'observation à Toulouse. Il étudie la faisabilité de les contrôler par une machine à vapeur et un homme à bord. Mais après la perte de l'Alsace-Lorraine, il préfère se consacrer à l'aviation. En 1873, il construit un planeur en bois creux et en plume d'oie qui pèse 20 kg. Il mesure 7 mètres d'envergure, les ailes sont maniables et une queue peut être actionnée par les jambes. Mais il se jette également, comme il l'écrit,
à corps perdu dans l'industrie toute nouvelle de l'électricité. Et il s'intéresse en particulier à une nouvelle invention qui vient des États-Unis. Et il s'y intéresse d'autant plus qu'il a besoin d'argent pour financer ses recherches. Il s'agit du téléphone. Adair fait de nombreuses expériences et crée des modèles d'électrophones. Gower, l'associé de Bell, le met à la tête du bureau central à Paris et s'associe avec ce jeune inventeur génial pour qu'il améliore leur modèle et il crée un combiné encore plus performant. En 1880, Adair participe à la création du premier réseau téléphonique parisien au sein de la Société Générale des Téléphones. Mais encore une fois, il ne s'arrête pas là. Il invente une machine géniale qui va faire sa fortune, le théâtrophone. C'est son 14e brevet, déposé le 9 août 1881. En fait, c'est l'ancêtre de la stéréophonie, c'est-à-dire un système révolutionnaire de retransmission téléphonique qui permettait de diffuser en direct des concerts, des opéras, des pièces de théâtre. C'est en faisant un réseau téléphonique qui sera d'abord relié au tout récent Opéra Garnier, puis à l'Opéra Comique et enfin au Théâtre Français que sa machine peut fonctionner. Alors, Clément Adair, qui a fait fortune, peut s'offrir un hôtel particulier à Passy. Il offre également à sa femme le château de Ribonnet, à côté de Muret, et il tisse un réseau relationnel infini. Il assoit sa réputation de génial inventeur et finalement va pouvoir se consacrer désormais au rêve de sa vie, faire voler plus lourd que l'air. Il installe alors ses ateliers dans le 16e arrondissement, il commence à travailler sur un projet d'aéroplane, il achète 2 chauves-souris, des roussettes de l'Inde, pour étudier leurs ailes et leur vol. Mais il voyage aussi. Il va à Strasbourg, allemande à cette époque, où il a l'autorisation de se rendre pour observer le vol des cigognes. Puis il va à Constantine, et là ce sont les vols de vautours qu'il observe. Et il comprend qu'il ne faut pas imiter l'articulation des ailes des oiseaux, mais étudier leur portance sur les mouvements de l'air. Après les ailes, il lui faut un moteur. Il s'entoure de la meilleure équipe pour mettre au point un moteur de 12 chevaux, 4 cylindres de 23 kg. Il travaille sur les carburants, le charbon de bois, l'huile, le pétrole, pour choisir en définitive l'alcool méthylique. Le projet Éole est en marche avant d'être en vol. Les ailes de l'avion Éole ont la forme des ailes d'une chauve-souris. On peut en vol modifier la géométrie de l'avion grâce à un ensemble de manivelles. Les ailes peuvent pivoter d'avant en arrière, on peut incliner ou fléchir le bout. On peut aussi régler le moteur et les pédales, mais il n'y a pas de gouverne de direction. Le 19 avril 1890, Clément Adair dépose son 16e brevet d'invention qu'il décrit ainsi. Appareil ailé pour la navigation aérienne, dit avion. Il invente ainsi ce mot, s'inspirant du mot aviation, inventé par le journaliste et écrivain Gabriel de Lalandelle, du latin avis, oiseau. Gabriel de Lalandelle est membre, comme lui, de la Société d'encouragement et il va correspondre jusqu'à la fin de Lalandelle avec lui. Clément Adair demande à ses amis et soutiens Pereire de pouvoir alors utiliser leur propriété d'Armainvilliers au sud-est de Paris pour effectuer le premier essai. Dans le plus grand secret, l'Éole arrive le 11 septembre. Il mesure 4,7 mètres de long et 13,7 mètres de large. Il est en bambou recouvert d'une toile de lin. La piste qui a été préparée dans le parc du château fait 200 mètres de long sur 25 mètres de large. La terre est meuble. Adair fait quelques essais et réglages. Il allège encore l'avion. Le 9 octobre 1880, il s'élève sur 50 mètres à 40 km/h. Le vol dure 5 secondes. Les témoins sont Gustave Pereire et son épouse, les ingénieurs de l'équipe Adair, Espinosa et Vallier et un huissier. Il est dit que l'Éole, monoplan tractif à aile elliptique avec un pilote assis, était en fait bien plus sophistiqué que le biplan des frères Wright 23 ans plus tard. Clément Adair a donc volé le premier sur un engin plus lourd que l'air. L'armée va dès lors s'intéresser à ses travaux et assiste au 2e essai de l'Éole en septembre 1891 sur le camp militaire de Satory, d'où le monument dont je vous ai parlé au début de mon récit. Et même si le vent déporte l'appareil et que l'essai n'est pas concluant, il porte suffisamment de promesses pour que cette fois-ci le ministère de la Guerre ne veuille pas être en reste et finance le 2e prototype d'Adair, plus puissant cette fois-ci. Il y en aura 2 de plus, le Zéphyr et l'Aquilon, qui mériteront encore de nombreuses améliorations, mais le pas a été franchi.
Clément Ader, vieillissant, abandonne ses expériences pour se retirer dans sa propriété de Muret. Il suit de là-bas les progrès de l'aviation, ceux de 2 Allemands, les frères Lilienthal, qui eux aussi s'inspirent du vol des oiseaux. Et les recherches de ces pionniers inspireront les frères Wright, qui, améliorant la technique, donneront son essor à l'aviation. Il se battra à ce propos pour faire de la France le berceau de l'aviation et non les États-Unis. Par la suite, encore une fois précurseur, il militera pour la création d'une armée de l'air, car pour lui, sera maître du monde qui sera maître des airs. Le 3 mai 1925, Clément Ader meurt à Toulouse à l'âge de 83 ans des suites d'une opération. Il eut finalement une reconnaissance tardive, et en particulier après la levée du secret défense des archives sur la recherche aéronautique qui révèle les essais d'envol des prototypes d'Ader sur le camp militaire de Satory. Son avion, l'Aquilon, est encore exposé au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Je laisse Claude Carlier, l'un de ses biographes, conclure. Parmi les précurseurs de l'aéronautique, Clément Ader tient une place à part. Si son nom est relativement connu, son œuvre est ignorée. Pourtant, il est à la fois inventeur, constructeur, expérimentateur, écrivain visionnaire et passionné. Qualifié de père de l'aviation, créateur du mot avion, il s'est également intéressé avec talent à la téléphonie, au dirigeable, à l'automobile, au bateau glisseur.